pour COVID-19 et comment minimiser le risque. Bienvenue donc à tout un chacun. Et notre orateur de ce jour sera Dr André Boulaboula, qui est médecin, épidémiologiste clinicien, docteur en santé publique, avec comme domaine d'intérêt l'épidémiologie et la prévention des maladies infectieuses. Nous allons donner quelques dispositifs pratiques pour nous permettre de pouvoir nous entendre et nous suivre les uns et les autres. Nous voulons d'abord nous rassurer ce matin que chacun d'entre nous est bien connecté. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, docteur. Oui, parfait. Merci donc. Nous demanderons à tout un chacun d'entre nous de pouvoir éteindre son micro lorsqu'il n'intervient pas, de manière à ce que nous ne puissions pas avoir des bruits d'arrière-fond. Lorsqu'on a des questions, on en prend bien note et en temps opportun, nous allons répondre. Et la contribution de tout un chacun donc à ce webinaire sera d'une grande utilité parce que cela nous permettra de pouvoir nous enrichir mutuellement. Donc, Dr André va nous parler ce matin, comme nous l'avons dit, des EPI, comme nous appelons autrement les EPI, selon les appellations, dans COVID-19 ainsi que la minimisation des risques. Donc, bienvenue à tout un chacun d'entre nous et nous passons la parole tout de suite à Dr André pour la présentation du jour. Merci, Dr Dr. André, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Mais je pense que M. Tadé, pour le compte de CDC Africa, va aussi faire une présentation. Je pense que c'est l'introduction par rapport à la situation en Afrique. M. Tadé. Oui, merci, Dr. Boulaboula, merci, Dr. Valérie. Juste sans tarder, je vais vous présenter la situation épidémiologique en Afrique. À ce jour, est-ce que vous me recevez? Parfait. OK, merci. OK. Par présentation, je suis Tadé Itungira. Je suis officier de santé publique au Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Monsieur Tadé, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Vous pouvez mettre le slideshow, donc mettre vos diapositives en grand. OK. Merci. C'est fait? Bien reçu. Dr. c'est fait? Merci. OK. Donc, je vais vous présenter la situation épidémiologique à ce jour. Donc, en Afrique, nous avons 36 847 cas confirmés avec 1612 cas de décès et ça dans 52 pays africains. Et puis, ce tableau, je vous montre l'augmentation des cas par jour et par région en Afrique, où on voit que la situation en Afrique centrale, il y a une augmentation de 56% de cas. Et en Afrique de l'Est, il y a une augmentation de 33% des cas. Et en Afrique du Nord, il y a une augmentation de 35% des cas, alors qu'en Afrique du Sud, il y a une augmentation de 46% des cas. Et en Afrique de l'Ouest, on a 50% des cas. Et puis, je vais vous présenter la situation ou bien une stratégie de Africa CDC pour la réponse à cette pandémie. Donc, cette stratégie repose sur 3 piliers et elle est dirigée par le Task Force contre le coronavirus. Alors, cette stratégie est axée sur 3 piliers, comme je viens de le dire, qui est la prévention de la transmission, prévenir les décès, prévenir aussi le préjudice social. Alors,
dans la prévention de la transmission, Africa CDC prévoit prévoit l'achat de fournitures de surveillance, et aussi de diagnostic et aussi de prévention et contrôle des infections, mais aussi la surveillance et collecte de données actualisées, mais aussi la formation en cascade sur la surveillance, le laboratoire et la prévention et le contrôle des infections. Est-ce qu'il y a de prévenir les décès? Africa CDC, il a déjà commencé à faire une assistance technique adaptée aux États membres et formation continue en gestion clinique pour les professionnels de santé, mais aussi l'achat du matériel et des fournitures médicales. Et concernant le volet prévenir le préjudice social, Africa CDC fournit une assistance technique adaptée sur les politiques d'éloignement physique, mais aussi une assistance sur la formation en cascade, sur la communication des risques et traquer et démanteler les rumeurs. Alors, Africa CDC a mis en place ce qu'il a appelé le PACT, qui est le partenariat pour l'accélération des tests contre le COVID, où parmi les objectifs il attend de réaliser 1 million de tests en 1 mois et 10 millions en 4 mois. Et aussi, il prévoit de mettre en place des approvisionnements groupés à l'échelle de l'Afrique, et aussi de mettre en place des centres de stockage et de distribution à l'échelle de l'Afrique, mais aussi de déployer 1 million de professionnels de la santé pour la recherche des contacts. Mais aussi, il y prévoit de standardiser et déployer de nouvelles technologies de surveillance pour aider la réouverture des économies. Africa CDC a mis en place un groupe de travail et s'est fixé des priorités sur la prévention et le contrôle des infections dans les 6 à 8 prochaines semaines. Ces priorités sont axées sur organiser des formations hebdomadaires en ligne sur la prévention et le contrôle des infections et soutenir les formations sur place dans 6 États membres, cartographie des approvisionnements locaux de matériel de prévention et de contrôle d'infections, donc notamment fabricants, fournisseurs, et aussi engager des donateurs pour financer l'augmentation de la production. Aussi, organiser la recherche opérationnelle sur les protocoles de prévention et de contrôle d'infection, mais aussi modélisation des besoins d'approvisionnement en prévention et contrôle d'infection à l'échelle du continent. Et en fait, élaborer des directives de prévention et contrôle d'infection spécifiques à l'Afrique. Pour ce qui est de la cartographie des approvisionnements locaux, malheureusement, on a fait un questionnaire. D'ailleurs, c'est mon collègue qui l'a envoyé. Malheureusement, à ce jour, des pays seulement ont déjà répondu. Il s'agit notamment de l'Ouganda et de la Sud-Soudan, où ils ont répondu. Donc, un pays a répondu qu'ils n'ont pas de capacité pour la production des matériels pour la prévention et le contrôle des infections. Et un autre pays a répondu qu'il y a une usine, malheureusement, qui fabrique seulement des masques pour la réponse contre cette pandémie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une présentation qui est brève pour donner la place au présentateur d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tadé. Je vais devoir commencer ma présentation. Mais est-ce que vous m'entendez parfaitement? Nous vous entendons bien, Docteur André. Parfaitement. La parole est le plancher. Merci, Docteur Valérie. Alors, ce jour, messieurs, dames, bonjour et bon après-midi chez vous, pour ceux qui ont déjà débuté l'après-midi.
et bienvenue à cette session sur la présentation des équipements de protection individuelle en cas de COVID-19. Et on va discuter des stratégies avec but de minimiser les risques de transmission. Alors, voilà une petite innovation aussi. Je pense qu'on va prendre 3 minutes. Pour ceux qui ont déjà téléchargé l'application, ils peuvent scanner directement sur leur écran en utilisant le téléphone. Et donc, ce code va permettre en fait de vous enregistrer sur cette session. Et à la fin, vous aurez un deuxième code pour vous permettre de clôturer la participation. Et vous verrez que sur votre téléphone, vous aurez la possibilité de télécharger automatiquement une attestation de participation à ce genre de formation avec l'entête de ICANN. Nous pensons que c'est bénéfique et vous pourrez aussi avoir accès directement au contenu. Donc, à cette présentation, vous pouvez la télécharger aussi automatiquement. Mais je sais que pour le contenu, vous pouvez l'avoir aussi via CDC. Mais en termes d'attestation de participation, cette application va vous le donner de manière automatique. Alors, avec votre permission, l'équipe de CDC, donc nous donnons 3 minutes à nos collègues de scanner ce code très rapidement pour qu'on commence. Ça peut aller? Ça peut aller, Dr. Barbour. Merci beaucoup, M. Tadé. Alors, pendant qu'on attend, il est important de voir, de commenter un peu sur les chiffres que M. Tadé vient de présenter. 36 000 cas et plus, bientôt 37 000 en Afrique. Ça montre combien la progression est exponentielle. On est vraiment dans une phase où on commence à avoir un plus grand nombre de cas en Afrique, d'où l'importance de mettre en place des systèmes de prévention d'infection pour permettre de contrecarrer ou de barrer la route à l'infection qui nous guette. Et donc, nous invitons tout le monde à partager les connaissances que nous recevons au travers de ces plateformes de CDC et de ICANN, ainsi que de l'OMS et d'autres, et qu'un plus grand nombre de professionnels puissent participer à ces genres de formations et ainsi contribuer à l'éveil dans nos communautés, dans nos milieux de travail. C'est une réalité. La pandémie est bel et bien dans nos murs. Il faut faire avec et il faut vraiment se munir, s'armer des connaissances mises à jour, pas des spéculations, mais des pratiques soutenues par des preuves scientifiques. C'est notamment en ce qui concerne la prévention des infections. Et on va en discuter tout au long de cette présentation et lors des questions et réponses. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer si quelqu'un a pu scanner le code, comme ça on commence? C'est bon. Bon, certains ont du mal à scanner. Je pense que c'est juste un problème technique. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, augmenter juste un peu le volume? D'accord. Merci. Merci, Dr. Nadine. Et une suggestion rapide, c'est que quelqu'un peut prendre ça en capture d'écran et après pourrait tenter plus tard parce que sur le téléphone, si vous utilisez directement le téléphone pour l'appel, vous aurez difficile à scanner immédiatement, mais prenez ça en capture d'écran et vous pouvez utiliser ça. Merci, Dr. Valérie. Cette proposition est valable. Et nous allons du coup commencer la présentation du jour pour ne pas perdre du temps. Il y a bien de matière à couvrir. Et voilà, merci. Alors, les objectifs aujourd'hui, nous allons définir ce qui est l'équipement de protection individuelle. Il y en a de plusieurs sortes. Nous allons aussi parler de l'évaluation des risques avant le port des pays ou des EPI. Nous allons discuter des règles d'utilisation des EPI, les pratiques de contrôle des infections. Nous allons énumérer les types d'EPI et leur utilisation recommandée dans la prise en charge de COVID-19. Alors, qu'est-ce qu'un EPI ou qu'est-ce qu'un équipement de protection individuelle? Il est à noter que tout ce qui est barrière,
tout ce qui fait barrière aux matières infectieuses, les muqueuses, notamment au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche. Hein, cela représente un épi. Donc, ça va créer une barrière entre les matières infectieuses et donc l'organisme en autre. Alors, lorsque ceci est utilisé correctement, hein, il va aider à prévenir la propagation de l'infection d'une personne à une autre. Parce qu'on va signifier certaines mauvaises utilisations d'épis qui finalement ne protègent plus et augmentent le risque de transmission des pathogènes ou des infections. Alors, qui devrait porter l'équipement de protection individuelle? Cette question est épineuse, hein, comme vous le savez, parce que en ce moment, nous vivons une pénurie grave hein, sur le plan mondial des équipements de protection individuelle. Et donc, il va falloir développer des stratégies pour une utilisation rationnelle hein, de ces épis, parce que ce sont des ressources devenues désormais rares. Mais il faut dire que les personnes qui travaillent en milieu clinique ont besoin des épis. Ils ont besoin de ça pour se protéger et pour protéger les patients. Hein, par exemple, ceux qui soignent des patients présentant des symptômes, c'est notamment les cas suspects de COVID-19. Hein, le personnel de laboratoire, vous venez pour des prélèvements du sang ou des autres humeurs et vous allez travailler au labo pour les analyses. Vous êtes constamment exposé à un risque d'éclaboussure de ces humeurs-là, hein, que ce soit au visage, que ce soit aux yeux, sur la peau. Il faut donc vous protéger. Il y a notamment le personnel de soutien, les nettoyeurs. Ils viennent nettoyer les salles où sont hospitalisés les malades. Ils nettoient au laboratoire et les autres surfaces. Ils sont aussi exposés. Les membres de la famille, tous ceux qui prennent soin des patients en quarantaine à la maison, tous ceux qui soignent leurs proches, ils sont aussi exposés au COVID-19 et donc ils ont besoin d'un équipement. Alors, juste une parenthèse qui va être peut-être développée au cours de cette présentation. Vous allez au supermarché, vous allez à l'église ou du moins au bureau, vous mettez des gants. Ça, ce n'est pas une bonne pratique parce que si vous mettez des gants en allant au marché, vous allez tout simplement propager des germes. Vous les déplacer d'un endroit à un autre et sans raison valable. Ceux qui sont en milieu clinique ont besoin de se protéger. Mais ceux qui vont au supermarché n'ont pas besoin des gants, par exemple, pour se protéger les mains. Ils ont besoin des masques et pas des gants. Donc là aussi, il faut voir qu'est-ce que vous faites, vous êtes dans quel milieu, vous vous exposez à quel genre de risque pour porter quel genre d'épis. Alors, pour minimiser le besoin, il faut discuter de certains contrôles. On les a présentés dans nos sessions précédentes. C'était notamment des contrôles administratifs, contrôles d'ingénierie. Hein. Il faut avoir aussi la disponibilité d'équipements de protection individuelle. Pour ce qui concerne les contrôles administratifs, par exemple, il faut développer des bonnes politiques et des bonnes procédures fondées sur une bonne connaissance hein, de la situation épidémiologique locale, hein, des meilleures pratiques, voir si les gens adhèrent aux pratiques recommandées. Il faut une éducation, une formation, comment mettre et comment retirer les épis. C'est pas évident, hein, c'est pas évident que les gens puissent mettre les épis de manière adéquate sans être formés. Donc, une éducation est essentielle, c'est notamment ce qu'on fait à ce jour. Les contrôles d'ingénierie, il faut avoir une bonne infrastructure qui va assurer le stockage, la destruction des épis, mais aussi une bonne infrastructure pour contenir la propagation. C'est notamment en termes de ventilation. On en a discuté dans nos sessions précédentes. On a parlé, par exemple, de la ventilation mécanique, ventilation naturelle, où il fallait assurer un échange ou un changement d'air par heure autour de 6 à 12 en moyenne. Et on a mentionné que la ventilation naturelle pouvait vous fournir jusqu'à 48 à 50 changements d'air par heure, ce qui est au-delà de la valeur recommandée et donc qui est tout simplement valable. Alors, tous ces contrôles doivent être utilisés de manière conjointe pour permettre de mettre en place des méthodes de prévention et contrôle des infections appropriées.
Alors, on arrive à cet endroit, à cette étape où on doit faire une évaluation du risque. Qu'est-ce une évaluation du risque? Alors, le risque d'exposition et le degré de contact prévu avec le sang, les liquides organiques, les gouttelettes respiratoires, en cas échéant ici de COVID-19, et ou la peau qui est lésée. Donc, il faut évaluer ces risques-là. Je vais aller voir le patient, quel est le degré de contact que j'aurai. Donc, ces questions vont être explorées, euh, dans la dia suivante d'une manière présentée en cascade. Vous verrez les questions à vous poser pour évaluer les risques. Il est important de vous rappeler des précautions standards qui ont été longuement mentionnées dans les présentations précédentes. C'est notamment ici la pierre angulaire de la prévention qui est en fait ici la pratique de l'hygiène de main, les nettoyages environnementaux, la bonne pratique d'injection. Vous avez le port d'EPI qui est aussi inclus dans ce bon paquet de précautions standards. N'oubliez pas que les germes vont se déposer nécessairement aussi sur les surfaces. Donc, quand vous mettez votre épi, c'est l'une des stratégies, mais ça ne représente pas tout, parce que les germes sont aussi sur les surfaces dures autour de vous. Alors, on arrive aux questions en cascade, telles que je vous ai promis. Alors, vous devez vous poser la question de savoir quel contact vais-je avoir avec le patient. Quelle est l'infection probable? Quel est le mode de transmission? Si vous comprenez le mode de transmission, vous saurez aussi choisir l'EPI. Quel est l'acte médical que vous allez poser ou l'acte infirmier? Quelle est la procédure qui est prévue pour ces patients? Pour le patient qui est en présence, quel est le risque d'éclaboussure? Par exemple, état aigu, il est en train de vomir, il y a donc beaucoup de liquide autour du patient avec potentiel, donc, un potentiel d'infection important. Vous avez un patient qui présente une hémorragie, donc vous devez vous prévenir. Vous devez avoir une surblouse, vous devez avoir un tablier, quelque chose d'imperméable pour que le liquide n'entre pas en contact avec vos vêtements et après avec votre peau. Vous devez aussi avoir des gants parce que vous allez manipuler le patient, travailler avec le patient, manipuler les instruments autour du patient, qui sont potentiellement infectés. Il faut avoir donc des gants. Il faut avoir une station d'hygiène de main où vous lavez les mains. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte déjà avant d'entrer dans la salle. Donc, vous avez une bonne évaluation du risque, une bonne évaluation des besoins d'EPI, quel genre d'EPI, et vous préparez donc. Et ces stratégies vont être développées dans les dias suivantes où on essaye d'élaborer le plan avant d'entrer dans la salle où se trouve le patient. Alors, les règles d'utilisation de l'EPI. Il est important de rappeler certains éléments de base. L'EPI ou l'équipement de protection individuelle peut aussi représenter une source de microbes lorsqu'il est contaminé. Prenons par exemple le tablier. Vous êtes en présence d'un patient, comme je viens de le dire, le patient qui est en train de vomir. Du coup, vous avez des vomissures sur votre tablier. Ce tablier est contaminé potentiellement. Donc, si vous l'utilisez mal, vous amenez le tablier d'une chambre à une autre, vous allez promener les germes du patient A vers la chambre du patient B et potentiellement infecter le patient B avec les germes du patient A. Donc ici, il ne vous protège plus parce que ça peut aussi vous exposer vous-même qui les mettez, mais ça peut aussi propager dans l'environnement et d'un patient à l'autre parce que c'est contaminé. Donc, ce n'est plus une source de protection, ni pour vous, ni pour le patient. Alors, l'utilisation d'EPI ne doit pas être faite pour apaiser les esprits des gens, pour calmer la pression sociale ou bien la peur personnelle. Il faut des indications claires, des indications de procédure. Parce que sinon, vous mettez des gants pour aller au supermarché, vous touchez tous les étalages avec vos gants qui viennent de la maison, on ne sait pas ce que vous avez ramassé sur le chemin, et vous déposez ça sur les produits qui sont vendus au supermarché.
le deuxième client qui va venir, il va s'exposer à ces germes-là. Et en cas échéant, le SARS-CoV-2 peut aussi se déposer sur ces surfaces dures et exposer un plus grand nombre de gens parce que vous aviez utilisé un épi sans indication. Ça, c'est un exemple pour vous illustrer en fait le mauvais usage d'épi. En milieu clinique, pour être plus pertinent, en milieu clinique, vous êtes dans une salle où vous n'allez pas pratiquer des procédures ou d'actes médicaux générant, par exemple, les aérosols. Disons, vous n'allez, par exemple, pas faire une intubation endotrachiale, vous n'allez pas faire des massages cardio ou des réanimations cardio-respiratoires externes, mais vous mettez un masque, un respirateur N95. Et bien là, c'est du gaspillage. Vous gaspillez parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques montrant que vous avez besoin de ça dans une salle où vous ne faites pas de procédures générant d'aérosols. Vous avez besoin d'un masque chirurgical, point barre. Pas de masque N95. Alors, le port d'EPI ne remplace pas une mauvaise pratique de contrôle des infections. Ça ne remplace pas un bon acte des soins infirmiers. Hein? Par exemple, si vous ne pratiquez pas une bonne hygiène de main, même si vous mettez un masque N95, même si vous mettez des visières, un tablier, vous n'êtes pas épargné. Hein? Parce que c'est déjà là une mauvaise pratique, c'est une brèche dans la pratique de prévention et contrôle des infections si vous avez une hygiène de main défectueuse. Il faut se rappeler que les EPI ont une durée de vie limitée et doivent être jetés après utilisation, comme cela est indiqué, généralement après chaque patient. Vous passez d'un patient à l'autre, vous devez laisser tous les EPI utilisés pour le premier patient, vous les laissez dans la poubelle indiquée. Vous pratiquez l'hygiène de main avant d'aller vers le deuxième patient. Vous n'allez pas traîner un tablier de la chambre A à la chambre Z et de 8h à 16h. Cela n'est pas indiqué et cela va exposer tout simplement les gens de manière évitable. Alors, l'utilisation des pays pour le COVID-19, il faut dire ici que le personnel, donc le professionnel de santé, nécessite la pratique d'une évaluation des risques au niveau des soins. Ceci n'est pas une répétition, ceci c'est pour marteler en fait les étapes. Il faut comprendre qu'il faut ici une évaluation des risques pour permettre le choix d'un EPI correct. Docteur Bouraboura, oui, monsieur Fadé. Pourriez-vous augmenter le volume? OK, d'accord. Là, ça va mieux? Oui, ça va. Il y a Docteur May Abdallah qui se plaint que votre volume est bas. D'accord, je vais essayer de faire mieux. Ma voix apparemment ne porte pas très loin, mais je vais faire de mon mieux. Ok, merci. Merci. Alors, je disais, pour les professionnels de santé, il y a toujours le besoin de faire une évaluation des risques du niveau des soins, notamment au niveau du triage, au niveau de la collecte d'échantillons, par exemple, pour les diagnostics en laboratoire. Hein. Il y a aussi ce que je viens de dire tantôt. Hein, il faut évaluer si votre pratique, votre procédure va générer des aérosols ou pas. Hein. Par exemple, si vous êtes en présence d'un patient suspecté de COVID ou alors confirmé de COVID et nécessitant une admission dans un établissement de santé, mais vous ne prévoyez pas des procédures générant les aérosols, vous avez par exemple besoin d'un masque chirurgical, pas d'un respirateur N95. Le contraire, si vous avez besoin de pratiquer, par exemple, une intubation endotrachiale, vous aurez besoin des respirateurs N95 parce qu'en fait, cette pratique peut générer des aérosols. Et donc, là, vous aurez besoin de quelque chose qui va filtrer de manière efficace les particules et réduire le risque de transmission du virus. Alors, le principe d'utilisation de l'EPI, il faut toujours nettoyer vos mains avant et après le port d'EPI. Avant et après, il faut nettoyer les mains. Les épis doivent être disponibles à l'endroit indiqué et au moment indiqué. Il faut vous rassurer que les épis sont de bonne taille, donc quelque chose qui va vous convenir de manière confortable. Les gants sont à la taille de vos mains.
par exemple. Parce que si vous mettez des gants trop petits, le risque que ça se déchire est bien grand, bien réel. Et lorsque le gant se déchire pendant que vous êtes en train de travailler et soigner un patient, vous vous exposez directement au risque de transmission des pathogènes. Alors, il faut aussi savoir sélectionner en fonction des risques. Donc, l'évaluation des risques ici est en fait le principe de base dans toute cette présentation d'aujourd'hui. Il faut une évaluation correcte des risques pour vous préparer en fait au choix approprié des épis. Il faut toujours mettre l'épi avant d'entrer en contact avec le patient. Donc, cette évaluation, ça s'est fait avant d'entrer dans la salle où le patient se trouve. Vous avez le dossier du patient, vous savez ce qui se passe, vous devez mettre en place les précautions standards. Rappelez-vous que les précautions standards s'appliquent pour chaque patient suspecté ou confirmé ayant une infection quelconque. Il faut toujours mettre les précautions standards. Au besoin de ne pas me répéter, je me répète quand même, le paquet des précautions standards inclut l'hygiène de main, le port d'EPI, une bonne pratique d'injection, un bon nettoyage environnemental. Ça va aussi inclure tout ce qui est literie du patient. Ça va aussi inclure ici la décontamination et la stérilisation des instruments médicaux ou chirurgicaux. Voilà. Donc, ce bon paquet représente les précautions standards. C'est à mettre en place devant tout patient, suspect ou confirmé. Alors, il faut toujours retirer immédiatement l'EPI après avoir terminé la tâche et ou quitter la zone des soins au patient. Là encore, c'est pour dire, on n'amène pas les germes du patient A au patient B. Il n'en a pas besoin. Et on peut éviter cela en mettant des bonnes pratiques. Donc, il faut avoir au bon endroit, au bon moment, l'EPI qu'il faut. Et il faut aussi avoir les poubelles essentielles et nécessaires à l'endroit où vous travaillez pour les enlever et pratiquer par la suite une bonne hygiène de main avant d'aller vers un autre patient. OK? Alors, l'hygiène de main et EPI, je pense qu'on a présenté ceci la fois dernière, mais il est important d'y revenir. À ce jour, l'hygiène de main représente la meilleure façon de prévenir la propagation des germes dans le milieu des soins de santé et même dans la communauté. Nos mains, on les utilise pour travailler, mais c'est aussi là le maillon clé dans la chaîne de transmission des pathogènes. Donc, il va falloir maîtriser la bonne pratique d'hygiène de main et l'apprendre à nos enfants, à nos collaborateurs et à nos patients pour que cela, en fait, puisse contribuer sensiblement à couper court le chemin de la transmission. Vous vous rappellerez ici, pour ceux qui ont participé aux sessions précédentes, la chaîne de transmission comprend en fait 6 éléments importants. Le premier élément ici représente l'agent pathogène. Et puis le réservoir, vous avez la porte de sortie, vous avez le mode de transmission, vous avez la porte d'entrée et l'hôte susceptible d'infection. Okay? Donc, ces éléments-là ensemble forment une chaîne de transmission. Si vous avez l'agent pathogène sur vos mains, vous pratiquez une bonne hygiène de main, vous coupez court déjà à cette chaîne de transmission. Vous brisez la chaîne de transmission. Vous parlez en termes de maillons et de cassure des chaînes. Voilà. Alors, les principes d'utilisation, ça continue. Il faut changer immédiatement l'épi s'il devient contaminé ou endommagé. Vous avez des petits gants. Ils se sont déchirés. Le risque de contamination est là. Il faut remplacer ces gants immédiatement. Quand vous remplacez les gants, ça signifie que vous pratiquez aussi l'hygiène de main tout de suite, avant d'enfiler des nouveaux gants. Okay? Donc, l'épi ne doit pas être ajusté ni touché pendant les soins aux patients. Par exemple, plus précisément, lorsque vous êtes en train de travailler, il ne faut pas toucher votre visage. Il ne faut pas toucher le masque. En cas de préoccupation, si quelque chose ne va pas, il faut arrêter, sortir, donc quitter la zone des soins aux patients en toute sécurité pour ajuster les masques ou quoi. Mais avant de le faire, retenez que vos mains ou qui ont les gants sont déjà infectés, sont déjà potentiellement contaminés. Donc, vous devez suivre la procédure de retrait efficace, de retrait
en toute sécurité de retrait d'épis avant de replacer d'autres ou d'enfiler d'autres en cas de problème, en cas de préoccupation. Donc, retirez toujours soigneusement l'épi pour éviter l'autocontamination. Parce qu'en fait, vous pouvez faire un joli boulot. Pendant le travail, vous n'avez pas contaminé le patient, vous ne vous êtes pas contaminé, mais lorsque vous arrivez à l'étape de déshabillage, où vous devez retirer les épis, vous commettez une erreur et vous vous infectez. Donc, il faut retenir le principe des zones les plus sales aux plus propres. Eh bien, les types d'épis à utiliser pour soigner un patient COVID-19, rappelez-vous, vous allez utiliser vos mains, donc vous allez vous protéger en mettant des gants. Mais mettre les gants ne suffit pas. Avant de les enfiler, on doit nettoyer les mains. Une bonne pratique de main, je vais me répéter jusqu'à la fin, ça doit être martelé. On doit mettre beaucoup d'insistance là-dessus. C'est l'élément clé que nous possédons, l'hygiène de main. On doit mettre des surblouses ou des blouses. D'autres personnes parlent de blouses, on parle aussi de surblouses. Et puis, il y a des tabliers qui sont imperméables. C'est pour protéger la peau et ou les vêtements. Donc, si les vêtements ne sont pas mouillés, votre peau ne sera pas mouillée non plus. Il y a des masques, c'est pour protéger la bouche, pour protéger le nez. Il y a des respirateurs, j'ai parlé de N95. Ça, c'est dans le système américain et le système européen, on parle plutôt de FFP2, FFP3. C'est tout simplement des masques filtrants. Ça filtre les agents infectieux aériens. Il y a des lunettes pour protéger les yeux. Il y a des visières, ça protège la face, donc tout ce qui est bouche, nez et yeux. Alors, ce petit tableau, je l'ai laissé en anglais, mais vous pouvez voir qu'il y a des éléments importants. On essaie de montrer quels sont les épis qu'on peut utiliser de manière sommaire, de manière résumée. Alors, si on est au triage, par exemple, on doit pratiquer l'hygiène de main. On doit avoir un masque médical. Alors, si on doit prendre des échantillons pour l'analyse au labo, il faut une bonne hygiène de main, il faut une surblouse, il faut un masque N95, donc un respirateur, il faut des lunettes, il faut des gants. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'éclaboussure. En manipulant les échantillons, il y a un risque de générer des aérosols. Donc ici, en fait, ça ne doit pas être juste une routine, on doit comprendre le principe qui est derrière. Si vous mettez des gants, c'est pour protéger les mains. Si vous mettez des lunettes, c'est pour protéger les yeux. Si vous mettez un masque N95, c'est parce qu'il y a risque d'aérosol et pas seulement des gouttelettes. Parce que si c'est juste des gouttelettes, vous n'avez pas besoin des masques N95. On est bien d'accord. Alors, ce petit tableau donne en résumé tout ce qu'on a déjà dit et ce qu'on va encore dire dans les dias qui vont suivre. Et voilà, donc pour minimiser l'exposition directe non protégée au sang et au liquide organique, utilisez les éléments mentionnés ci-bas donc, dans ce tableau. Il faut par exemple toujours nettoyer les mains avant et après contact avec le patient ou alors avec un environnement contaminé. Vous entrez dans une salle, vous touchez le lit du patient, vous touchez la table, vous touchez les appareils qui sont autour du patient. Eh bien, ces éléments-là qui sont dans l'environnement patient sont potentiellement contaminés avec les germes que le patient porte. Alors, si vous ne vous nettoyez pas les mains, vous allez apporter ces germes vers le patient, vers vous-même, vers les collègues qui travaillent avec vous, vers les patients qui sont dans la salle ou dans les chambres voisines, ainsi de suite. Donc, ça doit être gardé à l'esprit. Alors, on a parlé des équipements, on a parlé d'une infrastructure, c'est notamment les chariots d'équipement de protection, donc de protection individuelle, où vous stockez votre équipement, ça doit être stocké dans les conditions optimales. Donc, si vous avez des masques N95, il faut aussi lire les instructions du fabricant, comment les conserver. Parce qu'aujourd'hui, avec cette pénurie, il est bien recommandé de garder jalousement vos masques N95 que vous pouvez utiliser pour une certaine période. On va le voir, en tout cas jusqu'à une semaine, vous pouvez les utiliser. On va préciser dans les diapositives suivantes. Alors, se préparer à enfiler des épis. Assurez-vous que tous les épis sont étalés. Vous avez une table ou un chariot. Vos épis sont étalés. Vous avez vos lunettes, vous avez vos masques, vous avez votre tablier, vous avez vos gants, vous avez votre surblouse. Tous ces éléments doivent être à portée de main. Vous avez aussi de l'alcool, une solution hydroalcoolique pour l'hygiène de main. Pour ceux qui n'en ont pas, il faut avoir une autre station pour l'hygiène de main où vous devez vous nettoyer les mains au savon, à l'eau et au savon.
Alors, assurez-vous toujours d'avoir la bonne taille. Les gants, votre numéro. Le tablier, votre numéro. La surblouse, votre numéro. L, M, XL. Vous devez avoir votre taille et les épis à votre taille pour ne pas en fait augmenter le risque de transmission des germes. Vous devez planifier l'endroit où enfiler et où retirer vos épis. Vous devez planifier l'élimination des déchets. N'oubliez pas d'effectuer l'hygiène des mains. On n'en dira jamais assez. Alors, la procédure d'enfilage d'un épi, vous aurez ces diapositives pour lire tranquillement à la maison. Mais en fait, pour enfiler une blouse, mettez les bras dans les manches, tirez la blouse vers les épaules pour couvrir complètement le torse du cou et du cou au genou. Les bras au poignet et enveloppez-vous dans le dos. Donc, fixez à l'arrière du cou et nouez autour de la taille. En fait, là où vous êtes seul, vous allez pratiquer ceci, mais il est recommandé d'être à deux. Le body system. Donc, vous avez quelqu'un qui va vous aider. Cette personne est aussi entraînée et formée, éduquée sur le port et le retrait des épis. Il comprend exactement les étapes et il vous aide à enfiler vos épis sans problème, en toute sécurité. Okay. On verra aussi une vidéo qui va montrer ces étapes. Il y a une vidéo en français et une autre et deux autres en anglais. Les images sont importantes à voir. Je pense que ça reste plus facilement que de longs textes. Alors, le port du masque. Je reviens sur ça. Il faut effectuer l'hygiène de main. Retirez un masque de la boîte et assurez-vous qu'il n'y a pas de déchirures. Donc, assurez-vous de l'intégrité de vos épis. Après avoir vérifié la taille, vérifiez l'intégrité. Que ce n'est pas déchiré, qu'il n'y a pas de trous, que les languettes ne sont pas plus courtes que prévu. Il faut identifier le haut du masque. Le haut du masque, la partie rigide qui doit être moulée sous le pont de votre nez. Il faut l'identifier. Il faut voir, il y en a qui ne sont pas colorés, mais en principe, ce qui n'est pas coloré, c'est mentionner la partie qui doit tourner vers l'extérieur et mentionner la partie qui doit tourner et s'appuyer sur votre bouche ou votre nez et aussi mentionner. Alors, en principe, c'est qu'on dit, le côté coloré du masque est généralement le devant et doit faire face au dehors, tandis que le côté blanc touche votre visage. Et donc, il est important de bien vérifier ces éléments avant de placer le masque. Alors, vous avez comme ça différentes sortes de masques selon les milieux et selon les fabricants. Les masques faciales avec languette, avec lien, avec bande. Mais c'est en général presque la même chose. Alors, les masques en tissu, sujet intéressant, brûlant. Je pense que dans les discussions, ceci va ressurgir. Mais il faut signaler que les masques en tissu, on ne sait pas encore c'est à combien de pourcents que cela nous protège. Il n'y a pas d'études tout à fait détaillées là-dessus, mais on conseille que cela reste à usage public, communautaire, et pas en milieu clinique. Alors, Monsieur Tadé, vous allez me dire si cette vidéo joue de votre côté. Je vais mettre la vidéo et puis vous me direz. Oui, ça joue. Utilisez la base de l'autre langue. Tirez sur le gant en le retournant et amenez la base du gant sur vos doigts, tous compris, de manière à former un bec. Avec ce bec, pincez l'autre gant à la base du poignet. Retirez le gant en le retournant et jetez-le dans la poubelle. Utilisez la bête de votre main emportée pour attraper la base du gant en forme de bec. Retirez et le jetez à la poubelle. Après avoir retiré les équipements de protection, lavez-vous
Choisissez la taille de masque adaptée à votre visage. Tenez le masque filtrant ouvert en plaçant le bout de vos doigts au nasal. Placez le masque sous votre menton ou nasal vers l'avant. Saisissez la sangle inférieure, amenez-la sous votre tête et placez-la à la base de votre cou. Saisissez la sangle supérieure, amenez-la par-dessus votre tête et placez-la derrière votre tête. Avec votre main, placez le bout de vos doigts au sommet du nasal en métal et faites-les glisser de chaque côté de votre nez en exerçant une pression afin de placez vos deux mains devant le masque. Inspirez rapidement pour vérifier que le masque est étanche. Expirez et assurez-vous que l'air ne fuit pas. Si vous sentez une fuite, l'étanchéité n'est pas bonne. Réajustez les sangles qui viennent nasales et le placement du masque autour du menton jusqu'à ce que l'ensemble soit étanche. Si vous ne parvenez pas à rendre le masque étanche, demandez-le ou essayez une autre taille de masque. Vous retirez votre masque, touchez à sa face à pour les mettre de côté. Ramenez la sangle inférieure devant votre visage, puis la sangle supérieure, et jetez le masque dans la poubelle à côté. Regardez-vous les mains et les bras à l'eau et au savon. Vu la vidéo, nous allons passer au dia suivante. Alors, comment enfiler un respirateur? La vidéo a en fait résumé tout ce qui est écrit sur ces dias qui vont suivre. Il faut bien que vous mettiez le respirateur dans votre main avec l'embout nasal à portée de main, hein, ce qui permet au bandeau de prendre librement sous votre tête. En fait, le message clé ici, c'est l'étanchéité. Vous devez vous rassurer qu'en fait, il n'y a pas de fuite lorsque vous placez votre respirateur. Et ceux-là qui ont déjà lu en anglais, on parle de fit test. Et en français, on essaie d'adapter l'anglicisme en disant il faut fitter votre masque, hein, tester qu'il n'y a pas de fuite d'air. Et donc, s'il n'y a pas de fuite d'air, vous êtes rassuré que votre bouche et votre nez sont en fait bien protégés et qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, de risque accru de transmission de pathogènes. Alors, le test d'étanchéité, comment l'effectuer, hein? On l'a déjà mentionné dans la vidéo. Hein? Il faut créer une pression positive à l'intérieur de votre masque. D'abord, vous posez vos mains. Hein? Vous devez poser vos mains, vos mains au-dessus du nez. Hein? Et puis, vous créez une pression positive en exhalant. Vous devez exhaler brusquement. Hein? Et puis, vous allez voir s'il y a des fuites ou pas. Donc, la pression positive, en fait, doit pousser vers l'avant le masque. Et si vous sentez les fuites, ça signifie qu'il n'y a pas une bonne étanchéité. Alors, lorsque vous inspirez profondément, le respirateur doit s'affaisser sur votre bouche. Hein? Et c'est là, donc, va dire qu'il y a, une bonne responsivité hein, du masque par rapport au changement de pression, positive et négative. Voilà. Alors, mettre des lunettes ou un écran facial. Donc là aussi, vous avez des visières. Hein, il faut placer les visières sur le visage et ajuster la sangle. Il y en a qui ont une sangle et d'autres qui ont des attaches. Ça dépend encore ici du fabricant. Et donc, il est recommandé de maîtriser les principes de prévention de l'infection, mais aussi de maîtriser les recommandations du fabricant. Donc, lorsque vous choisissez votre épi, vous devez aussi comprendre comment ça fonctionne par les instructions du fabricant. Le port des gants, je pense qu'on on a montré
déjà, la démonstration ici a été faite. On a montré pas mal de principes déjà. On va passer. On va jouer une autre petite vidéo pour une meilleure donc, compréhension. Et puis, on continuera. Docteur Boulaboula, le volume est très bas. Pardon? Le volume est très bas. Le volume est très bas. Il est au maximum. Je pense que c'est la qualité de la vidéo. OK, OK. Mais en fait, ça va être plutôt les images, hein, parce que ça, c'est en anglais. Les images sont plus parlantes, je pense. On va bientôt voir les images. OK, OK. S'il vous plaît, docteur Boulaboula. Allô, docteur Boulaboula. Allô? Docteur Monsieur Dadi? Boulaboula. Oui, est-ce qu'il serait possible d'aider nos participants à comprendre en fait les écrits parce que tous, je ne pense pas que tous comprennent bien l'anglais. Okay. S'il y a moyen juste cas, de commenter les images en français. Dans ces cas, je vais couper le son et commenter à la place de... Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Est-ce que vous entendez aussi l'anglais? Non, l'anglais, on n'entend pas. OK.
Un instant. Alors ici, c'est ce que je parlais. Hein. Il faut avoir, ce que je disais, il faut avoir un body system, donc quelqu'un avec qui vous travaillez, qui a été aussi formé dans l'utilisation d'épis et qui va vous aider à les mettre. Donc vos épis doivent être étendus sur une table ou un chariot. Et donc vous devez avoir tout ce dont vous aurez besoin, notamment les tabliers, les respirateurs, les gants, une boîte de solutions hydroalcooliques pour pratiquer une bonne hygiène des mains avant d'enfiler vos épis. Alors, avant de mettre un épi, vous faites ce qu'on a dit, vous vérifiez que vous avez la taille appropriée de vos épis, que vous avez de quoi faire l'hygiène de main et vous pratiquez une bonne hygiène de main, comme vous le voyez sur ces images, avant d'enfiler. Voilà, je pense que ça, c'était le résumé. Donc, on devait montrer 3 choses. La première étant, de dire si possibilité il y a, il faut avoir quelqu'un avec qui vous travaillez qui a été formé dans l'utilisation des épis et qui peut vous aider à les enfiler de manière sécure, de manière appropriée. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il faut avoir tous les épis dans leur taille correcte, le nombre correct, étalé sur une table ou un chariot. Tout ce dont vous avez besoin doit être là pendant que vous mettez les épis. Troisième chose, c'était l'hygiène de main, avant et après. Donc, vous devez pratiquer une bonne hygiène de main avant d'enfiler les épis. Et on va le voir aussi après le retrait ou le déshabillage, on doit encore pratiquer une bonne hygiène de main. Je pense qu'on va y aller maintenant très vite pour finir et avoir des questions. Alors, le retrait des épis a des considérations générales. C'est notamment retirer les épis avant de quitter la pièce du patient, sauf en cas d'un respirateur. Par exemple, vous avez un masque N95, vous pouvez le garder. Vous pouvez le garder en vous rassurant que vous ne le touchez pas. Vous ne touchez pas le masque ou vous ne touchez pas le patient avec votre masque. Donc, parce que la face peut-être externe peut être contaminée, mais vous pouvez l'utiliser. Ça peut filtrer toujours des particules tant que c'est en bon état, tant que l'intégrité est encore bonne et qu'il est fité. Donc, le fit test est bon. Il n'y a pas de fuite. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs cas. Alors, il faut effectuer l'hygiène de main, encore une fois, entre les étapes, si les mains deviennent contaminées mais aussi immédiatement, après avoir retiré tous les épis, il faut pratiquer l'hygiène de main. Par exemple, je vais essayer d'illustrer ça par une autre vidéo qui va être projetée dans quelques minutes. Donc, l'hygiène de main est au centre et entre chaque étape pendant que vous déshabillez des épis. Les retraits des gants, on l'a vu dans la vidéo. On a utilisé, par exemple, là, la méthode en bec pour ne pas toucher l'extérieur des gants qui restent contaminés. Il faut garder ça à l'esprit. On a parlé de la technique en vidéo. Le texte, vous pouvez le lire à l'aise à la maison. J'ai insisté sur l'utilisation correcte des gants. J'ai même mentionné qu'il ne faut pas aller au supermarché en mettant des gants parce que là-bas, vous n'en avez pas besoin. Ceux qui ont besoin des gants sont en milieu clinique ou ceux qui sont en train de faire des travaux qui potentiellement les exposent à une contamination par les germes ou par le virus, dans ce cas ici, SARS-CoV-2. Donc, stop, il faut arrêter d'utiliser des gants, sauf si vous travaillez dans un hôpital ou dans une clinique. Retirer un masque médical. Il faut effectuer l'hygiène de main avant de toucher au masque, avant de vous toucher. Évitez de toucher l'avant du masque parce qu'en travaillant, c'est en fait l'avant du masque qui est le plus exposé et qui peut porter déjà une contamination. Il ne faut pas toucher l'avant du masque. Touchez les languettes ou les bandes ou les liens pour les délier derrière votre tête et donc permettre d'enlever le masque. Le masque facial avec boucle d'oreille. Donc, boucle d'oreille, si vous entendez les languettes qu'on met derrière l'oreille. Tenez les 2 languettes et soulevez-les pour retirer doucement le masque.
masque facial avec des liens. Détachez d'abord l'arc inférieur, puis détachez l'arc supérieur et tirez le masque loin de vous lorsque les liens sont desserrés. Je pense que l'image dans la vidéo a été plus parlante. Alors, comment retirer la blouse ou la surblouse? Eh bien, avec des mains propres, dénouer ou rompre les liens dans le dos et le cou. Touchez uniquement l'intérieur de la blouse. Tirez en allant du cou et des épaules, puis des bras, en se retournant lorsque la blouse est retirée. Évitez de vous contaminer en faisant cela. On insiste là-dessus. Vous pouvez faire votre travail correctement, mais vous vous contaminez lorsque vous enlevez l'épi. Il faut enrouler cette robe ou cette blouse ou cette surblouse selon les termes d'un milieu à un autre, empaquer et jeter dans les déchets appropriés. Donc, ici, il fallait dire la poubelle appropriée. Et enfin, on effectue l'hygiène de main. Alors, lorsque vous avez des lunettes, des protections oculaires, vous devez aussi laver les mains. Rassurer que c'est propre avant de retirer ces lunettes. OK? Et puis, retraiter et stocker de manière appropriée. Parce qu'ici, les lunettes, on ne les jette pas. Les lunettes peuvent être réutilisées. Mais pour que ça soit réutilisé, le principe de précaution standard qui parle de décontamination et de stérilisation s'applique ici. Donc, il faudra bien nettoyer, bien traiter selon les principes indiqués par les fabricants de ces lunettes-là et les principes de prévention et de contrôle des infections pour assurer que ces lunettes sont prêtes à la réutilisation prochaine. Alors, comment retirer un respirateur? Là encore, on a montré dans la vidéo. Je pense qu'on va y aller très, très vite. La vidéo ici, ça va montrer comment on enlève les épis. Je vais la jouer. Donc, ici, le système de body s'applique. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à enlever les épis, c'est beaucoup mieux que de forcer à le faire seul et puis se contaminer. C'est notamment lorsqu'il faut délier les bandes derrière le dos. Retenez que l'extérieur des épis est potentiellement contaminé et il faut faire attention lorsqu'il faut les enlever. Voilà par exemple ici comment elle enlève les gants. Après qu'on ait enlevé les gants, on doit pratiquer l'hygiène de main avant de continuer. Alors, la surblouse, on doit défaire les nœuds derrière et puis au bas du dos en faisant bien attention de ne pas se contaminer les mains. Et puis vous enroulez sans toucher l'extérieur de la surblouse. Et puis vous jetez dans la poubelle appropriée. Pour enlever la visière, il faut rester bien droit, dans une bonne posture. Vous détachez les bandeaux derrière ou les languettes. Ensuite, vous mettez la visière dans la poubelle pour déchets cliniques. Regardez bien dans l'image. On fait très attention pour que les devants de la visière ne vous touchent pas. Le respirateur est gardé et elle quitte la chambre. Mais il faut toujours pratiquer l'hygiène de main.
Si vous avez des lunettes et les respirateurs, il faut d'abord enlever vos lunettes avant d'enlever le respirateur. Et là encore, s'il y a un collègue qui peut vous aider à le faire, c'est même mieux. Maintenant, c'est l'étape du respirateur qu'il faut enlever. Alors, vos deux mains doivent prendre la sangle inférieure pour la ramener vers le devant et ensuite la sangle supérieure pour le ramener aussi vers le devant et donc dans la poubelle. Mais il est conseillé de conserver ces respirateurs autant que possible, s'ils ne sont pas contaminés et s'ils ne sont pas, leur intégrité n'est pas compromise. Et maintenant, vous allez quitter l'endroit et vous lavez les mains à l'eau et au savon. Oh, sorry. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. On va poursuivre. On va dire un petit mot rapide sur l'utilisation étendue des épis. Par exemple, les gants. Il n'y a pas d'utilisation étendue pour les gants. Il faut les jeter après chaque patient. Et même pour un même patient, pour un seul patient, si vous avez fait plusieurs gestes ou plusieurs actes médicaux, entre ces actes, il y a lieu aussi de changer des gants si besoin et selon l'évaluation du risque. Si les gants sont contaminés, vous voulez faire un acte aseptique, vous allez jeter les gants et mettre d'autres. Les masques faciaux, vous pouvez avoir une utilisation étendue, sauf s'ils ne sont pas, sauf s'ils sont humides ou déchirés. Là, l'intégrité est compromise et donc vous ne devez pas les utiliser de manière étendue et cela n'est pas retraitable. Le masque N95, comme on a dit, ils peuvent avoir une utilisation étendue jusqu'à une semaine pour le même personnel de santé. Donc, si vous vous appelez Benjamin, ce masque-là, c'est pour Benjamin et pas pour André, pas pour Alain. Et ça va être utilisé sur une semaine par Benjamin seulement. Et donc, ceci est aussi utilisé dans les protocoles, par exemple, pour la tuberculose et d'autres. Les lunettes, s'ils ne sont pas contaminés par le main, vous pouvez les laver à l'eau et au savon, essuyer avec des lingettes alcoolisées. Comprenez les deux étapes. Laver à l'eau et au savon, c'est pour donc une élimination physique des matières organiques potentiellement contaminantes sur les lunettes et ensuite pratiquer une désinfection en y apposant, n'est-ce pas, un désinfectant par l'application des lingettes alcoolisées. Alors, les écrans faciaux, s'ils ne sont pas contaminés, peuvent subir la même procédure que les lunettes. Alors, chers amis, chers collègues, c'est ça, en fait, la présentation de ce jour. Nous avions fini, nous vous remercions. Je vais maintenant inviter les collègues qui ont pu scanner au départ le code de début, de bien vouloir scanner le code de la fin. Ça, c'est la fin de la présentation. Veuillez scanner ce QR code où vous pouvez prendre la photo. Vous allez scanner plus tard. Et vous aurez jusqu'à 4 heures après la présentation pour le faire. Et ainsi donc, ça va vous permettre de télécharger votre attestation de participation à cette séance de formation. Je vais remettre le plateau à M. Tadé d'ici 30 secondes à 1 minute pour permettre en fait la phase des questions-réponses et des discussions, donc une phase pour les échanges. M. Tadé, merci et à vous la parole. Merci, Dr. Bola pour une bonne présentation. Nous allons passer à la séance des questions. Mais juste avant de commencer les questions, je vais rappeler qu'afin d'éviter les interférences des sons, nous aimerions que les participants écrivent les questions dans le chat
Et moi, en tant que modérateur, donc je vais les lire pour Dr. Boulaboula afin de répondre. Aussi, nous rappelons que parce que ce webinaire est dédié à la prévention et le contrôle des infections, nous aimerions que les questions qui seront posées donc, soient dans son contexte, tout en rappelant qu'il y a aussi d'autres webinaires qui sont organisés par Africa CDC, notamment sur la surveillance et suivi de contact, mais aussi sur le traitement des cas de COVID-19. Donc, ceux qui sont intéressés, veuillez m'adresser, donc s'adresser à moi ou bien Dr. Nadine pour qu'on puisse vous donner les liens afin de participer à ce webinaire. Enfin, c'est rappeler que la séance des questions-réponses donc, va continuer juste après ce webinaire sur le groupe Telegram. Donc, si l'une ou l'autre question n'est pas répondue suite au manque de temps, donc soyez rassurés que donc, vos questions, ou bien ta question sera répondue sur la plateforme ou bien le groupe Telegram. Merci. Alors, juste en commençant par les questions, il y a des différentes questions qui ont été posées. La première question qui a été posée est dit, est-ce que l'utilisation des surchaussures et Charlotte sont obligatoires lorsqu'on entre dans une salle où il y a un patient atteint de COVID-19 pour un examen médical? Et aussi, la personne a continué. Et quel type de surblouse ou bien tablier, si risque de projection, notamment vomissement, tout. Donc, est-ce que c'est surblouse à manches courtes ou bien surblouse à manches longues? Ça, c'est de la part du docteur Khadonilina. Je ne sais pas si, docteur Boulaboula, vous avez saisi les questions. Oui, merci, Monsieur Tadé. Je vais aussi inviter Dr. Valérie qui est sur ce plateau. Il va me rejoindre pour certaines questions parce qu'on est en équipe, mais je vais y aller directement. La première question, c'était sur les surchaussures. La discussion là-dessus est grande. Même les pratiques anciennes où dans les salles d'op, on invite les gens à mettre les surchaussures. Je ne pense pas qu'à ce jour, on a des preuves scientifiques solides que cela a apporté un quelconque bénéfice dans la prévention des infections, notamment des infections chirurgicales. Je m'explique. Les facteurs des risques, en fait, de ces genres d'infections ont été liés au nombre des gens dans la salle d'op et non pas au non-port des surchaussures. Pourquoi? Parce que la grande présence des gens dans la salle d'op va augmenter le nombre de chutes des cellules squameuses de la peau qui sont porteuses de pathogènes, et le mouvement d'entrée et de sortie dans cette salle d'op crée en fait un courant d'air, et donc ça va permettre ici les aérosols qui vont se déposer sur les plaies des patients et donc créer des infections post-opératoires. Donc là, c'était un contexte pour bien cadrer où on utilise toujours les surchaussures. En cas de COVID-19, il faut comprendre le mode de transmission. On a parlé ici du contact, on a parlé des gouttelettes respiratoires et on a parlé des aérosols dans des cas bien précis. Et ces cas précis incluent des techniques ou des activités qui génèrent les aérosols. C'est notamment des massages cardiaques, cardio-respiratoires, c'est notamment une intubation endotrachiale qui vont générer les aérosols, et donc ici, ça va vous exposer. Bon, dans quelle situation les surchaussures vous protégerez, vous ou les patients? Ce n'est pas clair. Il n'y a pas d'évidence. Je n'ai pas lu un document là-dessus, des travaux scientifiques là-dessus. Donc, je me réserve des commentaires dans l'affirmation ou l'information de ces principes. Mais je vous ai donné un contexte précis dans la salle d'op où, en fait, on montre qu'il n'y a pas d'évidence scientifique que cela nous protégerait. L'autre question, c'était quoi, M. Tadé? Oui, l'autre question, c'était quel type de surblouse ou bien tablier à porter s'il y a risque de projection, donc vomissement ou bien tout.
Vous avez Merci saisi pour la la question? question. D'abord, il faut clarifier et remettre les choses dans son contexte. J'ai saisi, merci, Monsieur Tadé. Je OK. commence à répondre déjà. Donc, il faut contextualiser les choses. D'abord, le tablier. Le tablier, on veut que ça soit imperméable. Pourquoi? Parce que, en fait, ceci doit vous protéger, vous et vos vêtements, de tout ce qui est liquide, les vomissures inclus, parce que s'il y a projection et vous avez tout ça sur vos habits, vous pouvez vous infecter. C'est ça la raison pour laquelle on met le tablier. Et le tablier, en fait, il n'a pas de manche. C'est que je sache, ça va s'attacher au niveau du cou et vous fermez les languettes ou les bandeaux derrière le dos pour protéger les habits. Ensuite, la surblouse. La surblouse, elle a des manches et les manches sont longues et c'est ce qui est recommandé en fait. Ces manches longues vont en fait recevoir les gants. Lorsque vous mettez les gants, ça doit couvrir la partie de la manche longue de votre surblouse. Donc en fait, il faut faire une différence, une distinction entre le tablier et la surblouse. Il y en a qui utilisent des tabliers d'une technologie avancée qui sont en fait étanches et dont ne permettent pas, donc ils sont imperméables en quelque sorte, mais il est conseillé si vous travaillez dans un environnement très liquide où les patients est en train de vomir, il a une détresse respiratoire aiguë et donc une projection forte des liquides par voie respiratoire, jusqu'à 15% donc des besoins en liquide par jour, vous pouvez mettre un tablier, donc quelque chose qui est imperméable. Voilà. D'autres questions? Merci. Il y a une autre question. C'est Dr Moussa Kaloga, où il a dit « Je ne vois pas de combinaison dans les épis présentés. Selon les procédures, est-ce que ça veut dire que le port de ces combinaisons n'est pas nécessaire dans les procédures de prise en charge des cas de COVID-19 ?» Bon, le terme combinaison ici, il est un peu vague pour moi. Qu'est-ce qu'on entend par combinaison? Je crois peut-être qu'il a voulu dire le coverall, celui qu'on porte pour Ebola, je pense. Voilà. Oui, c'est merci, merci, docteur Nadine. En fait, c'est ça aussi la différence qu'il faudra tirer au clair maintenant. Le COVID-19, ce n'est pas Ebola. Et donc, il y a beaucoup de formations qu'on a eues lors de l'Ebola et on essaie de les transférer dans la pratique pour ce qui concerne le COVID-19. Il y a une différence. L'Ebola se transmet par contact direct et vous avez les liquides ou les humeurs biologiques qui sont contaminés. Mais dans le cas de COVID, on est en train de parler ici d'abord des gouttelettes. Et on parle encore ici des aérosols. On parle encore ici des contacts avec les liquides sur les surfaces. Donc, l'overall n'est pas conseillé ici. L'overall, ce serait une surcharge, un gaspillage des ressources. Pour ceux qui en ont beaucoup, ils mettent ça. Et sur le plan communautaire, les gens aiment voir des choses qui font peur. Donc là, on vient comme un parachutiste, on est sûr qu'on a quelqu'un qui va nous protéger. Mais les principes de base scientifiques, les preuves scientifiques qui sont là à notre disposition à ces jours ne soutiennent pas une surcharge en équipement de protection individuelle. Il faut comprendre ici les précautions standards et comprendre encore les mesures supplémentaires de prévention des infections. C'est notamment comprendre le mode de transmission que je viens d'énumérer il y a peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour question. la réponse. Oui, oui. Il y a une personne qui a demandé quel est l'argument scientifique qui permet d'interdire de toucher la face avant la face avant du masque au moment de l'enlever, sachant que l'hygiène des mains sera pratiquée juste après. Merci. Bon, l'élément scientifique, c'est tout simplement le fait de réduire l'inoculum, de réduire la présence, la quantité des particules virales sur vos mains. Parce que l'hygiène de main est recommandée. Oui, faut-il encore que cette hygiène de main soit pratiquée de manière correcte? Il y en a qui pratiquent l'hygiène de main et ne vont pas le faire correctement. Autant mieux n'est pas avoir ces particules virales sur vos mains. Même si vous pratiquez une mauvaise hygiène, vous serez encore protégé. Donc ici, c'est pour minimiser le plus possible
le risque de transmission. Hein, parce que vos mains, en fait, si vous touchez l'avant du masque, vous pouvez augmenter l'inoculum, vous pouvez augmenter la quantité de particules virales sur vos mains. Et en cas échéant, si vous ne pratiquez pas correctement l'hygiène de main, vous allez vous exposer. Merci beaucoup. Il y a Dr. Evelyne qui a demandé quel est l'ordre de port des épis, c'est-à-dire d'être commencer par lequel et finir par lequel. Bon, je ne sais pas si elle a vu la vidéo. Sinon, je vais tout simplement encourager à lire dans la présentation. Sinon, s'il y a d'autres questions, on peut y aller. Oui, il y a d'autres questions. Donc, Dr. Evelyne, on va partager la présentation du Dr. Boulaboula, comme ça tu vas repasser et que tu vas avoir ta réponse. Il y a une personne qui a donné son point de vue. Il a dit à Madagascar, dis-moi, au sein de notre hôpital, le port de masque anti-C est obligatoire pour les visiteurs et pour toute la communauté et même pour les personnes administratives de l'hôpital. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, c'est ça qu'on est en train d'encourager. Le masque est pour le public, mais pas pour les cliniciens. Si l'administrateur travaille dans son bureau, il n'est pas en contact avec les patients COVID-19, il n'a pas besoin de masques plus compliqués, plus sophistiqués. Le grand public, les visiteurs font partie des grands publics. Et ici, c'est le principe du contrôle de la source. Si la personne qui est infectée ou qui est potentiellement infectée mais méconnue, met le masque, donc le principe veut, on pense qu'on va réduire de manière sensible les nombres de particules qui peuvent échapper de cette personne source. Donc, quand on encourage le port des masques en tissu, c'est pour aussi augmenter la disponibilité des masques chirurgicaux ou médicaux et des N95 au personnel soignant qui en ont le plus besoin et qui sont exposés directement au risque en soignant les patients COVID-19. Donc, je pense que c'est une bonne pratique d'encourager le public à mettre ce masque pour les 3 raisons. La première raison, c'est le contrôle de la source infectée qui est même connue. 2, c'est pour permettre l'augmentation de la disponibilité de ces épis à ceux qui en ont besoin. Et 3, c'est pour aussi faciliter, donc limiter le plus grand possible, de manière assez importante, la transmission au niveau communautaire. Merci. Voilà. Vous permettez que je place un petit commentaire? Bien sûr, docteur. Oui, c'est par rapport à l'usage de overall très rapidement, c'est que si vous vous rendez compte, c'est important de tenir compte de ce que Dr André a dû présenter pour dire il y a des gens qui préfèrent croire à l'existence de maladies quand ils auront vu les gens porter ce qui a été montré en Chine. Et ça, c'est arrivé que psychologiquement, pour laisser les gens croire à l'existence de cette maladie effectivement présente dans certaines communautés, les gens étaient obligés de porter les overalls. Mais rappelons tout de suite que la plupart d'images que nous avons vues, les gens qui portent les overalls, c'est dans les unités de réanimation et soins intensifs où on procède à des intubations, là où on procède à des aspirations. Donc, nous avons certaines procédures génératrices d'aérosols. Combien de temps un aérosol va rester suspendu dans cette salle-là? C'est ainsi que les personnes ont dû porter l'épi complet, donc avec overall, pour essayer de pouvoir, pour le temps qu'il reste à l'intérieur, ou du moins pour le temps des opérations, qu'ils puissent porter cela et minimiser le risque de pouvoir les recevoir sur eux-mêmes à différentes parties. Comme le docteur a dit, tout épi doit être porté en fonction de l'évaluation du risque. Ceci est très important. Merci. Merci, Dr Boulaboula, Dr Valérie. On continue avec la séance questions. Il y a un participant qui a demandé combien de temps doit-on passer devant le patient malgré le port de l'épi? Il y a une autre qui a demandé une autre question qui est dans le même sens, où il a demandé si on doit revoir le même patient
après une ou deux heures du temps? Doit-on rester aux côtés du malade ou changer les pieds à chaque contact? Je ne suis pas sûr que j'ai suivi entièrement la question. Voilà, la première question dit combien de temps doit-on passer devant le patient malgré le port de l'épi? Et une question qui ressemble à la précédente, si on doit revoir le même patient après une ou deux heures du temps, doit-on rester aux côtés du malade ou changer les pieds à chaque contact? Merci pour la question. Là encore, tout dépend de la disponibilité des épis. Voilà pourquoi il y a des contrôles administratifs, des contrôles d'ingénierie et la disponibilité des épis. Donc, si vous avez un épi, un masque N95 par exemple, c'est très difficile de garder ce masque-là sur vous pendant plus d'une heure. D'ailleurs, dans les 30 minutes, 20 à 30 minutes, il est recommandé d'aller changer, d'aller respirer. Et c'est pourquoi on demande aussi de bien s'hydrater avant de mettre les épis. Parce que finalement, il fait très chaud à l'intérieur et les gens peuvent tomber en syncope à cause de la déshydratation. Ceux-là qui ont travaillé dans des milieux chauds pendant l'Ebola, ils ont l'expérience, ils vont se rappeler de ce que je suis en train de dire. Donc, il est important de bien savoir combien de temps vous pouvez supporter. Là où ils ont plus de moyens, c'est chaque 30 minutes qu'ils vont aller changer. Et je ne pense pas que vous serez 1 heure ou 3 heures sur le même patient. Vous serez tout le temps en mouvement. Et entre patients, vous êtes appelé à changer ces épis-là. Et je pense que la moyenne de durée de tout ce qu'on peut faire en ce moment pour les patients COVID-19, je crois que c'est entre 30 minutes et 1 heure. Et vous serez déjà parti pour changer. Et c'est une équipe qui travaille sur le patient. Et vous aurez certainement déjà changé avant d'atteindre 3 heures. J'aimerais rajouter quelque chose dessus, que l'approche se fait au cas par cas et l'approche se fait selon le type d'activité que l'on mène et selon le type d'épis qu'on a dû porter. Notamment que, par exemple, les bottes que nous portons font partie des épis. Nous sommes en... Le volume est perdu. Docteur Valérie? Je disais que vous entrez dans une salle où on a le cohortage des patients. Vous me suivez? Oui. Donc, je disais que, pour mes résumés, ça se fait selon les types d'activités que vous faites, le type d'épis que vous avez porté et aussi le type de malade que vous avez. Parce que pour les gants, par exemple, la fréquence de changement sera différente par rapport à ce que je vais pouvoir appliquer pour les bottes. Or, les bottes font partie aussi des épis. Donc, tout cela est au cas par cas et il existe des normes que nous pouvons lire et partager aussi suivant les cas pour dire quand est-ce qu'il faut garder ceci et pendant combien de temps. Vous êtes dans une séance de réanimation, vous n'allez pas tout de suite vous dire que ici, je change dans l'immédiat, mais vous pouvez changer les gants sur le même patient comme Dr Boulaboula a eu à l'évoquer antérieurement. Cela au cas par cas, cela selon le type d'activité que l'on fait, le type de patients auxquels on a affaire, et voilà. Merci beaucoup. Il y a Dr Alphonse qui a demandé si à ce jour, on a donc l'idée de l'impact du port du masque par le grand public ou bien les mesures de couvre-feu ou de confinement dans nos contextes africains. Une question que je vais ajouter qui va dans le même sens, concernant le masque maison ou masque communautaire, quels sont les critères de bonne qualité? Et enfin, il y a une question qui a été demandée un instant. Je peux y aller déjà parce qu'on va bientôt finir. Je peux répondre à la première question? Oui, allez-y. Voilà. La fois passée, on a parlé un peu sur la qualité des masques alternatifs ou les masques en tissu. On a insisté sur le fait qu'on devrait respecter 3 couches. Et parmi ces 3 couches, on doit avoir un tissu qui a les mailles très, très serrées, où les fibres sont très, très serrées, très rapprochées, pour réduire davantage les risques de transmission. Mais aussi, il faut avoir une couche de coton, un tissu qui est en coton parmi les 3 couches-là. Donc, il y a 3 couches de tissu avec mailles très serrées, mais il faudrait qu'il y ait aussi du coton pour assurer quand même une meilleure qualité.
Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais sinon, pour le reste, on a plusieurs guidelines qu'on pourra partager dans le groupe Telegram à la fin de cette présentation. Merci beaucoup. Nous voyons que le temps qui est alloué, donc qui est programmé pour ce webinaire fini. J'informe nos participants que je vais transférer les questions qui n'ont pas eu de réponse dans le groupe Telegram et comme ça, nos experts vont essayer de répondre à ces questions. Sinon, je remercie toute personne qui a pu participer et je remercie vivement nos facilitateurs, Dr. Boula et Dr. Valérie pour vos brillantes présentations et réponses. Et nous espérons vous revoir pour le prochain webinaire qui est vendredi à cette heure-ci. Et nous vous remercions. Merci, Monsieur Tadé. Merci à toute l'équipe, Dr. Nadine, Dr. Wandé, Dr. Serge et tout l'Africa CDC. Merci, Dr. Valérie. Et merci à tous les participants. Nous sommes très heureux de vous avoir toujours parmi nous parce qu'on apprend beaucoup de vous. Et votre présence rend cette plateforme africaine intéressante parce qu'on échange des expériences de par l'Afrique et on essaie de discuter les preuves scientifiques actuelles dans les contextes africains. Donc, je pense que ceci est une opportunité unique et nous devrions continuer à le faire. Et donc, bravo à Africa CDC et à ICANN pour cette initiative combien louable. Donc, on invite nos amis à scanner le QR code de début et de fin. Cela est partagé déjà dans le Telegram. Juste sur le code, il y a un commentaire que j'ai vu. Donc, où il y a quelqu'un qui a demandé si vous pouvez encore mettre le code QR pour qu'il puisse scanner. Je viens de le partager dans le groupe Telegram. Et donc, il faut avoir d'abord téléchargé le PDA Participant. Ça se trouve dans le Google Store ou Google Play. Ils peuvent télécharger cela. Et donc, en cliquant sur donc la capture, ils vont voir le QR code, le scanner du QR code et l'ajuster devant le code pour que ça puisse marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu faire cela? Oui, certains ont fait, mais il y a une minorité qui n'a pas pu faire. Mais la majorité, apparemment, ils ont pu le faire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, continuez à essayer. Vous aurez jusqu'à 17h30, heure de Cape Town, pour le faire. Après cela, ça sera automatiquement bloqué. Merci et on reste en contact sur le Telegram. Bonne suite de journée ou d'après-midi chez vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.